touche. À mon avis, c'est très. Je crois que la sincérité ne peut pas être mise en doute parce que clairement, il ne faisait pas partie de ces écrivains qui pensaient qu'un jour les lettres seraient publiées. D'ailleurs, une partie a été caviardée par Anna Grigorievna parce que tout ce qui était un peu trop intime, elle a caviardé. Il n'y a pas énormément de choses, mais il y en avait quand même. Parce que ni elle ni lui ne voulaient spécialement que ces lettres soient publiées un jour. Je vous donnerai un exemple. Vous dites, on voit effectivement toute son affection pour sa seconde épouse, et il pouvait parce qu'elle a fait énormément pour lui. On s'était pas disputé avec Jacques Catteau là-dessus, mais je me souviens, on était à Grignan au Festival de la Correspondance tous les deux, et il a commencé à dire, Jacques Catteau a commencé à dire, oui, son amour pour Anna Grigorievna, etc. Et moi, j'ai intervenu en disant, oui, enfin, ça dépend des moments, parce qu'il y a une lettre, et je pense que ça montre aussi la spontanéité des lettres. Il y a une lettre, il est à ce moment-là en Allemagne où il prend les eaux, comme il le faisait tous les ans à une certaine période, parce qu'il en avait véritablement besoin, et elle est avec les enfants en Russie. Et il lui écrit dans cette lettre, j'ai revu hier la comtesse X, et là j'ai compris en la voyant à quel point tu avais vieilli. Bon, elle était quand même beaucoup plus jeune que lui. À quel point tu avais vieilli et à quel point tu étais mal fagoté. Quand on sait qu'il lui donnait pas un sou pour s'habiller, je trouvais que c'était quand même énorme. Donc, ça montre en même temps que, il écrivait ce qu'il pensait dans le moment. Il y a une spontanéité qui, et à mon avis, une sincérité qui sont tout à fait incontestables dans ses lettres. Vous parlez d'argent et quand on lit la correspondance, on s'aperçoit à quel point le thème apparaît du début jusqu'à la fin, en particulier dans le premier volume. C'est incroyable. Et dans tous les volumes. Dans tous les volumes, c'est vrai qu'il n'avait pas d'argent. C'est vrai qu'il était d'une jalousie mais terrible vis-à-vis d'un Tourgueniev ou d'un Tolstoï qui, eux, avaient des biens, qui, eux, avaient une fortune personnelle. Et dans les lettres, il écrit à plusieurs reprises, si j'avais seulement une partie de ce qu'ont Tourgueniev et Tolstoï, alors j'en ferais des choses, ce serait magnifique, etc. Moi, j'ai toujours été persuadé du contraire. Parce que je pense que le manque d'argent, les problèmes financiers et matériels ont plus ces problèmes de santé, ne l'ont certainement pas aidé à faire ce qu'il voulait faire. Mais je pense que, en même temps, cette urgence de publier, cette urgence de rendre ces manuscrits à une date fixée, qui dépassait toujours d'ailleurs. Je pense que ça l'a, d'une certaine façon, ça a favorisé son écriture, ça a défini aussi son écriture. C'est-à-dire que à certains moments, on sent qu'il y a une sorte de force, de puissance, il crache ce qu'il a à dire. Et je pense que son écriture a aussi dépendu de ça. Pas seulement, bien sûr, mais aussi dépendu de ça. Voilà. Oui, je pense aussi, c'est comme les contraintes stylistiques pour les poètes. Là, la question se pose. Bon, voilà. Ça, c'est... Exactement, mais je pense vraiment. Ouais. Mais quand on lit la correspondance, on se demande même s'il n'en rajoute pas, parce que c'est tellement. Mais donne-moi de l'argent, dit-il à son frère, à tout bout de champ, à tout bout de champ. Tout à fait. Dans les deux autres volumes, et oui. Heureusement qu'Anna Grigorievna était là, parce qu'elle a pris en main. D'abord, il a arrêté de jouer, parce que avec elle, il a failli quand même définitivement les ruiner. Et puis après, il s'est arrêté. Et ensuite, elle a vraiment pris en main, je dirais, le commercial de l'œuvre de son mari. C'est-à-dire que c'était elle qui contactait les libraires, c'était elle qui fixait les prix, qui discutait les prix, c'était elle qui gérait les stocks. Elle a fait un travail absolument sidérant.
Oui, et après sa mort aussi, oui, bien sûr. Et après sa mort, bien sûr. Bien sûr. Surtout qu'elle est décédée après la Révolution. Mm. C'est quelque chose que j'ai toujours du mal à imaginer. Mm. Elle était beaucoup plus jeune. Mm. Elle a connu la Révolution. Lui n'a pas connu l'assassinat à 2 mois près, l'assassinat d'Alexandre II, mais elle a connu la Révolution. Ouais. Et alors, tout à l'heure, dans la correspondance, vous évoquiez cette générosité de l'écrivain qui passait du temps à répondre à un tel, et toutes ces personnes, ces admiratrices qui l'inondaient de lettres, et il répondait. Et aux critiques aussi, parce qu'il y avait des gens qui le critiquaient, mais alors vraiment très, très sérieusement, et il répondait point par point en argumentant, mais il répondait toujours. Et moi, je me dis, mais où est-ce qu'il trouvait le temps, tout simplement? Voilà. Ouais. Il y a une phrase qui est citée dans les commentaires. C'est, je ne sais pas si c'est Jacques Catteau, sûrement, mais qui parle du grand commerce fraternel des âmes qu'on peut lire en lisant la correspondance, notamment dans le 3e volume, quand il s'adresse à un public beaucoup plus large. Et on s'aperçoit du rayonnement de l'écrivain à ce moment-là. Absolument. C'est pour ça que quand on le critique beaucoup, on critique ses idées, c'est un réactionnaire, antisémite. Je me dis, il faut peut-être lire la correspondance quand même, parce qu'on voit que c'est pas si simple que ça, que les choses ne sont pas si simples du tout. Et là, il parle aussi de ses collègues écrivains. Il y a une polémique qui traverse toute la correspondance avec Tourguenieff. Il écrit à Tourguenieff, il écrit sur Tourguenieff. Il ne pardonnera jamais à Tourguenieff d'avoir un jour déclaré, peut-être imprudemment, qu'il se sentait plus allemand que russe. Alors ça, c'était le péché capital pour Dostoïevski. J'ai lu il n'y a pas très longtemps, c'est pas dans la correspondance, mais j'ai trouvé ça très bien. Après son premier, c'est-à-dire dans le premier tome, il y a les lettres qu'il écrit, notamment à son éditeur de l'époque, sur son premier tour d'Europe. Non, c'est dans le 2e volume. Son premier tour d'Europe, et il est très méchant avec Paris, en disant que c'est la ville la plus ennuyeuse du monde, très méchant avec les Français qui n'ont pas d'idées, qui sont des matérialistes, qui ne s'intéressent qu'à l'argent. Enfin, il est très, très méchant. Et puis, plus tard, il va écrire à Tourguenieff. Et Tourguenieff, bien évidemment, vit en France à ce moment-là et mourra en France. Et Tourguenieff lui dit, mais faut quand même pas exagérer, il faudrait quand même savoir raison garder. Et l'Europe, la France, c'est quand même très important. Et Dostoïevski lui répond en lui conseillant de s'acheter un télescope pour, depuis la France, regarder ce qui se passe en Russie. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très, très bien, la nécessité de s'acheter un télescope. D'ailleurs, on peut retourner aujourd'hui. On peut aussi conseiller aux Français, par exemple, qui sont en Russie, qui vivent en Russie, de s'acheter un télescope pour voir ce qui se passe en France. C'est pas inintéressant. Et de ce point de vue-là, il y a une actualité toujours, je trouve, de Dostoïevski, dans le sens où il s'intéresse toujours à ce qui se passe, qu'il soit d'accord ou pas. Il y a aussi une lettre très, très importante au moment du premier attentat contre Alexandre II. Attentat manqué, il y en aura 6 de plus, jusqu'à celui qui n'a pas été manqué. Dostoïevski est bouleversé, absolument bouleversé. Il n'est pas spécialement, je dirais, c'est pas forcément un monarchiste convaincu. Mais cet attentat, c'est quelque chose qui le bouleverse. Et sa lettre est vraiment très, très, très belle, pleine d'émotions et je trouve importante. Et ensuite, évidemment, dans les 2 derniers volumes, il y a énormément de choses sur les terroristes.
bon, il travaille aussi à ce moment-là sur les démons. Il y a énormément de choses. Et il y a une lettre tout à fait intéressante où il raconte que il a eu une discussion avec Souvorine. Souvorine, qui était un éditeur, un directeur de journal, très conservateur, je dirais même presque réactionnaire. Et ils avaient une discussion justement sur qu'est-ce qu'on ferait si on se trouvait dans la situation où on comprenait que là, il y a des terroristes qui sont en train de préparer quelque chose. Et Dostoïevski dit à Souvorine, est-ce que vous iriez les dénoncer? Souvorine répond, je crois que non. Et Dostoïevski dit, moi non plus. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas si simple. Rien n'est tellement simple dans tout ça. Et ce qui est intéressant aussi, et on le voit bien dans la correspondance, mais on le voit aussi dans beaucoup d'autres textes de Dostoïevski, ce que je trouve intéressant, c'est que Dostoïevski est complètement inclassable. Il n'est pas occidentophile, et il n'est pas slavophile. Pas complètement, d'ailleurs, ce qui lui vaut d'être critiqué de tous les côtés, par les uns et par les autres. Il est conservateur, on dit il est conservateur, il l'est par certains côtés, c'est évident. Il est anti-socialiste, anti-révolutionnaire et tout ce qu'on veut du même genre. D'un autre côté, on ne peut pas dire qu'il soit un conservateur pur et dur et qu'il ne veuille pas que les choses changent. Toute son œuvre et la correspondance aussi montrent le contraire. Donc il est inclassable, ce qui fait qu'on n'arrive jamais à le récupérer. Et c'est quelque chose que je trouve très caractéristique de toute la réception de Dostoïevski aux différentes époques. Et je disais tout à l'heure que pendant la période des années 70, éventuellement 80, il était introuvable sans être vraiment interdit. Aujourd'hui, on a quelque chose de différent. Il y a une espèce de réappropriation de Dostoïevski. Et Jean Cateau s'en plaignait. Je me rappelle les derniers temps où on s'est vu. Il y a une sorte de réappropriation dans le sens où, ici, je veux dire à Moscou, en Russie, où un certain nombre de spécialistes de Dostoïevski veulent justement en faire un conservateur, un orthodoxe pur et dur. Il était orthodoxe, en même temps, il était quand même très critique par rapport à l'Église, par rapport à l'orthodoxie. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un de très important parce qu'il est irrécupérable. Voilà, les derniers mots que vous prononcez là sont sur le Dostoïevski orthodoxe. C'est un grand écrivain religieux, mais qu'est-ce qu'on voit sur sa foi dans la correspondance? C'est pas un thème qui domine. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est pas un thème qui domine, mais parce que d'abord, on le trouve, c'est un thème qui est quand même tout à fait étudié, enfin tout à fait traité dans pas mal de romans, à commencer par les Karamazov. Et d'autre part, je pense que sa foi, c'était quelque chose de personnel. Enfin, en même temps, il n'a jamais rien dit ni directement contre l'Église orthodoxe. Oui, non, je crois que c'était quelqu'un de tout à fait croyant, mais on ne le voit pas aller à l'église non plus, ça ne fait pas partie des choses qu'il dit dans sa correspondance. Il n'en parle pas vraiment. Il n'en parle pas vraiment, absolument. En revanche, il est très méchant vis-à-vis des catholiques, très, très méchant. Vis-à-vis des jésuites, il y a 40 pages au début des Karamazov où c'est carrément une attaque en règle contre les jésuites. Je crois que c'était quelque chose qui faisait partie de sa vie, mais ça ne se discutait pas finalement. Je l'interprète comme ça. Voilà. Merci. Anne, je vais laisser la parole au public. Peut-être certaines personnes, sûrement, vont vous poser quelques questions. Mais ma dernière question serait plus personnelle. Quel est ce qui vous a le plus touché personnellement dans cette correspondance? Vous l'avez un petit peu dit, mais voilà, qu'est-ce qui vous a touché personnellement?
C'est difficile, à dire, parce qu'il y a plein de choses qui m'ont touché. Je dirais que mais on peut le dire sans doute pour beaucoup de correspondances, c'est le temps passé, ces 6 années quand même. On a du mal à s'en défaire ensuite. Et c'était assez drôle parce que j'envoyais des lettres année par année au fur et à mesure de la traduction à Jacques Catteau pour qu'il puisse relire, ajouter les commentaires, les notes, et puis après on se voyait, et on faisait le point, on discutait de l'ensemble. Et à un moment, je devais être débordé de travail et pendant un petit moment, j'ai rien envoyé du tout. Et Jacques Catteau m'avait envoyé une lettre à la manière de Dostoïevski, qui était absolument géniale. C'était absolument génial parce que c'était vraiment, je l'ai gardé dans cette lettre, c'était vraiment comme une lettre de Dostoïevski, tellement il était imprégné de son auteur. Et après, ensuite, à un moment, on avait pensé, mais c'était vraiment un truc de potache, et comme quoi, c'était pas ennuyeux ni triste de passer ces 6 années, on s'était dit, et si on écrivait quelques fausses lettres de Dostoïevski et qu'on les glisse dans les volumes. Et puis, on a dit, c'est pas la peine, ça va nous faire du travail et personne ne le remarquera. Voilà. C'est pour vous dire que vous êtes pendant 6 ans, encore une fois, en ne faisant pas que ça, en ayant la famille, en ayant une vie normale. On n'a pas vécu comme des moines pendant 6 ans, heureusement. Mais je sais pas, on était quand même, ça a un impact sur votre vie, sur vos pensées, il y a des moments où vous vous dites, tiens, qu'est-ce qu'il aurait pensé, Fyodor Mikhailovitch, de tel truc, ou bien, ah ben tiens, ça c'est comme dans la lettre, machin, à truc de Dostoïevski. Je veux dire, c'est une ambiance. C'est une ambiance, mais je pense que c'est vrai pour beaucoup de traductions. C'est vrai pour beaucoup de traductions. Oui. Ça ne laisse pas indemne, les traductions. On s'en doute. Et Madame Catteau, qui est là au premier rang. Et oui, je viens de l'apercevoir. Confirmer. Bon, merci infiniment, Anne. Je vais laisser la parole au public. Et en plus, alors là, il faut que je dise que quand même, Madame Catteau a joué toujours un rôle très important. C'est quand je venais pour qu'on réalise les choses, elle nous préparait un déjeuner absolument génial. Donc, ça faisait partie de l'agrément du travail aussi. Voilà. Merci. Alors, je ne sais pas comment je peux... Ah, voilà. Merci beaucoup, Anne, pour votre intervention et pour tout ce que vous venez de dire. Ça a été vraiment des années formidables. Mais tout à fait. Et Jacques a été vraiment très, très heureux de travailler avec vous. Je peux le témoigner. Merci beaucoup. Mais merci à vous. Et on a récidivé d'ailleurs. On était tellement contents tous les deux qu'on a récidivé. On a traduit encore un roman ensemble. Et si on avait pu en faire d'autres, on avait des projets. Mais bon, voilà. Alors, en tout cas, vous avez très bien évoqué tout à fait votre travail à tous les deux. Mais bien sûr. Bien sûr. Merci, Anne. Voilà. Merci, Jacqueline. Une question maintenant. Oui. Bonjour, merci encore. Vous m'entendez là? Oui, oui, très bien. Très bien. J'ai un point, c'est vraiment microscopique, mais qui me paraît intéressant. Quand j'ai visité... Attendez, il faut appuyer? Non, c'est bon, on vous entend. Hein. Ben, moi, je vous entends, en tout cas. Ah. Oui, j'ai visité il y a quelques années la maison de Dostoïevski et j'étais frappé qu'il avait une reproduction de la Madone Sixtine qui est à Dresde. Et oui. Je vois encore au fond de la salle. Alors, à Dresde est né Stolypine. Évidemment, Stolypine, c'est après Dostoïevski. Bon, là aussi, c'est comme intéressant qu'un des grands premiers ministres russes soit né à Dresde. Est-ce que lors de son séjour en Allemagne, il a laissé des lettres? Et par rapport à Paris, quelle était son appréciation sur la pensée, sur la vie en Allemagne, sur l'ensemble de la culture? Et Dresde, il y a quand même, il y a évidemment beaucoup de choses, quoi. Est-ce qu'on le sent dans ces lettres ou c'est vraiment un petit point de détail?
Non, en Allemagne, il y a été souvent, mais à Ems, essentiellement, au zoo, pour sa santé. Il y allait quasiment tous les ans pendant une période. Quand il fait son premier tour d'Europe, c'est un tour d'Europe qu'il fait en 2 mois et demi. Ouais. Et le nombre de pays qu'il visite, c'est absolument hallucinant. Dans certains, il revient, etc. L'Allemagne, effectivement, il parle de Dresde dans ses lettres. D'une part, il parle de la Madone, et d'autre part, il parle aussi du tableau Assis et Galatée, qui l'a vraiment impressionné. Et on retrouve alors attendez, c'est dans quel roman qu'il est question d'Assis et Galatée? C'est dans l'adolescent, je crois pas me tromper. Et en fait, le passage sur ce tableau de Dresde, on le trouve déjà presque pareil, enfin, il a été retravaillé, mais dans la lettre, dans une lettre sur son voyage. C'est plutôt des choses comme ça qui l'ont impressionné. Beaucoup. Il ne parle pas véritablement des villes, de la culture allemande, mais il a été, cette galerie de Dresde, ça l'a visiblement influencé beaucoup, ça l'a complètement stupéfié. Et ça, il en parle, et je vous dis. Alors, ça aussi, c'est une chose intéressante que j'aurais peut-être dû dire, donc je vous remercie, monsieur. C'est qu'on trouve dans les romans, comme pour la Assis et Galatée, on retrouve des passages presque entiers, un peu retravaillés, bien sûr, pour être intégrés dans les romans, mais de lettres qu'il a écrites dans le moment. Et ça, il y en a un certain nombre. Et c'est vraiment intéressant. Peut-être d'autres personnes, peut-être? Alors, en attendant une autre question, peut-être, moi, je voulais vous faire parler aussi, c'est les tableaux là que vous évoquez qui me font penser à ça, c'est le fameux tableau d'Holbein qui l'avait tant impressionné, mais je ne sais pas s'il en reparle là, je dois dire que c'est peut-être une question qui tombe un peu mal à propos. Je vais vous dire, je ne m'en souviens pas, mais je ne peux pas me souvenir de tout. Non, bien sûr, bien sûr. Mais il parle beaucoup de tableaux, de peintures, ça c'est quelque chose qui l'intéressait visiblement. Alors ça, Jacques Catteau avait même fait justement un article sur le Christ, un article vraiment tout à fait passionnant et un cours pour l'agrégation, il y avait l'idiot au programme, l'idiot qui est une figure christique, comme on sait, dans son article, Jacques Catteau parle très très bien justement de ce Christ d'Holbein, entre autres. Mais dans la correspondance, il est vraisemblable qu'il en parle quand il écrit l'idiot. J'avoue que là, je ne sais plus. Non, mais ma référence, moi, c'était justement, j'avais entendu quand je préparais l'agrégation sur l'idiot, effectivement, M. Catteau en parlait, mais je ne l'ai pas vu dans la correspondance et que, évidemment, je n'ai pas lu in extenso non plus. Voilà. Voilà. Non, mais il en parle forcément. Non, une chose qui est intéressante aussi, c'est quand il écrit l'idiot, j'y repense maintenant puisqu'on parle de l'idiot, quand il écrit l'idiot, il le lit à un moment à Oblomov de Goncharov. Qui est sorti peu de temps avant, et alors que tous les gens de gauche, on va dire, démolissent Oblomov, les contemporains de Dostoïevski et de Goncharov. Dostoïevski écrit dans une lettre qu'il a lu Oblomov et que c'est vraiment très, très intéressant. Et il dit, et ça c'est au début, je me suis dit, tiens, c'est marrant, pourquoi est-ce qu'il écrit ça? Et en fait, je trouve que c'est vraiment intéressant et ça m'a amené à reconsidérer aussi ma vision, enfin, à poser des questions sur ma vision d'Oblomov. Parce qu'il dit que l'Oblomov de Goncharov ressemble à son idiot. Il est en train d'écrire. Alors, a priori, on se demande pourquoi, mais ça m'a vraiment
fracassé cette histoire, simplement parce qu'il ne pouvait pas reconnaître que Abramoff était supérieur à son idiot. Ça aussi, c'est un orgueil d'écrivain. Simplement, son Abramoff est beaucoup plus bourgeois. Et de ce point de vue-là, moins intéressant, bien évidemment, que mon idiot. Mais je trouve que c'est vraiment un point qui mérite réflexion. Parce que, en quoi est-ce qu'il y a... Moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça, d'autant plus que j'ai eu un cours sur Abramoff et un cours sur l'idiot. Donc, ça m'a travaillé. Je crois que c'est, dans les deux cas, c'est la pureté des personnages. Enfin, c'est schématique ce que je vous dis là, mais je crois que c'est un élément important. On retrouve cette pureté, au fond, chez Abramoff, de façon différente, bien sûr, et chez le prince Myshkin, dans le personnage de l'idiot. Merci. Voilà une autre question qui arrive. Alors, voilà. Oui, c'est encore moi. Alors, tout le monde connaît la fameuse phrase « La beauté sauvera le monde ». Oui. Vous qui connaissez très bien le russe, est-ce que mon interprétation, vous la partagez ou vous la critiquez? Enfin, krasata, c'est la couleur. Donc, pour nous, enfin pour les Occidentaux, la beauté, c'est quelque chose de beau, c'est une belle forme physique. Mais krasata, c'est les couleurs. Donc, Dostoïevski était contre un monde unicolore, uniforme, la fameuse marchandise, et il était pour une diversité, justement, de toutes les couleurs. Et la beauté, il la trouvait partout, quoi. On l'a bien vu tout à l'heure. Est-ce que, justement, le terme russe krasata, qui veut dire couleur, doit être interprété légèrement différemment et traduit que notre beauté, qui est quand même peut-être plus restreinte? Je crois pas que Anne, excusez-moi, Anne, on me fait signe, donc vous répondez, mais ce sera la dernière question. D'accord. Non, je crois que je ne suis pas sûr que vous ayez raison, mais après tout se discute. Mais pour Dostoïevski, il me semble que la beauté, c'était la bonté. Ce qui était beau, c'est ce qui était bon. Je crois que c'est plutôt ça. Mais après tout, ça peut se discuter. Il peut y avoir aussi d'autres interprétations. Moi, je le vois plutôt comme ça. Bon, merci infiniment. Merci à Anne, vous. on a été très content de vous avoir et merci à la technique parce que si je m'inquiétais beaucoup, ça s'est très bien passé. Voilà, absolument. Merci et bon séjour à Moscou, bonne continuation. Merci et puis vous, bonne continuation pour cette journée. Au revoir.